Nouvelle-Calédonie, actualité. 3 gardes nature aborigènes étaient de passage à la tribu de Djeoulou à Lifou. Ils ont rencontré des membres de l'association Lito Fishing. Objectif, partager et découvrir les modes de gestion traditionnels de réserves coutumières. On le découvre dans un instant. Les sapeurs-pompiers de Touo se sont rendus ce matin au lycée professionnel Auguste Inti. Ils interviennent dans le cadre d'ateliers de prévention qui se tiennent toute la semaine. Différentes thématiques sont abordées, les dangers de la route notamment. Jean-Marie Wadrawan mène actuellement une thèse à l'Institut d'archéologique de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. Son sujet, interroger l'organisation sociale, politique, économique et spirituelle des lieux dans la société traditionnelle kanak. On en parle dans le 3e épisode de notre feuilleton de la semaine consacré aux fouilles archéologiques sur la presqu'île de Bogota à Canara. Et à la fin de ce journal, nous irons à l'embouchure de notre fleuve, le Diaot. Cédric, dans Wageri, a partagé un moment dans ce berceau des pêcheurs pour une partie de pêche au crabe. Environnement à Lifou. 3 Indigenous Rangers ou gardes nature aborigènes se sont rendus à la tribu de Djeoulou hier matin. Ils ont échangé avec des membres de l'association Lito Fishing, un moyen pour eux de comprendre comment les acteurs du secteur s'impliquent dans la protection de la nature. La visite s'est poursuivie en mer sur les sites protégés par cette association, un travail en partenariat avec le consulat d'Australie. Voyez ce reportage de Henri Nailolo. Scarlett, là on va partir, on va aller voir une station de suivi qu'on a à Neptune. Okay. Après on revient voir le retour à Zapé, la première réserve. On revient à la deuxième réserve, on se payera la réserve. Il est 9h tapante, c'est le moment tant attendu par le groupe. La visite de 3 sites protégés sur lesquels une association de la tribu de Djeoulou a mis en avant la gestion traditionnelle des espaces. Pour 2 heures d'excursion, nous embarquons à bord de ces 2 bateaux à moteur explorer cette magique partie de la baie de Santal. La plongée de loisirs. Enfin, si c'est pour l'instant, on a, oui. Okay. Oui, parce que c'est difficile de faire la différence. Là, on a montré la première réserve à Zapé, la station de suivi de Netim, et puis un peu les Kouatabou du district. Après une petite baignade derrière la pointe, histoire de vérifier l'évolution de la faune marine dans cet endroit, ultime arrêt devant Massabielle avant le retour au débarcadère. Honestly thought it was a lot of knowledge and from where I Ça a été une expérience formidable. J'ai appris beaucoup au niveau culturel et les pratiques qui diffèrent des nôtres à Minjiriba, les façons de parler, les pratiques de pêche, les différentes façons de gérer l'environnement. Ça a été vraiment très intéressant d'en apprendre davantage. L'important, c'est le partage. C'est le partage, c'est quand on se nourrit des expériences menées par les rangers, par des aborigènes aussi, du coup en Australie. C'est l'occasion pour nous aussi de mettre en lumière et de valoriser ce qui est mis en place en matière de préservation de l'environnement. Et comment surtout on intègre la culture et la gestion traditionnelle dans la préservation des aires marines et des aires protégées. La seule différence, c'est que c'est un grand organisme qui gère leurs réserves. Et eux, ils sont aidés par plusieurs organismes. Et nous, c'est une association bénévole. Dans l'après-midi, les gardes nature aborigènes se sont rendus en face de Djeoulou, au nord de Lifou, pour rencontrer d'autres gardes nature locaux. Un partenariat devrait naître à la suite de ces 2 visites sur l'île. Environnement toujours, cette fois-ci à Koné, où le dugong, animal emblématique du Caillou, est mis à l'honneur. Jusqu'ici classé espèce vulnérable, est désormais bien en danger selon l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Afin de continuer à sensibiliser la population pour éviter sa disparition, depuis 1 mois, la bibliothèque Bernheim de Koné met en place des ateliers, conférences et lectures autour du dugong. Ce matin, ils étaient plusieurs à venir participer avec leurs parents. À l'occasion de tester ses connaissances et aussi ses talents d'artiste. Océane Zobler est allée à leur rencontre. Du coup, le dugong est herbivore,
B, carnivore et C, omnivore. Herbivore, très bien. Et vous savez qu'ils mangent beaucoup, hein. Ils mangent jusqu'à 30 kg d'herbes marines par jour. La nourriture du dugong, son espérance de vie ou encore son poids. Pour ce mercredi pédagogique, les enfants et parents se sont prêtés au jeu pour découvrir ce mammifère actuellement en danger d'extinction. Qu'est-ce que tu viens de faire? On a fait un jeu sur les dugongs. Et est-ce que c'était bien? Qu'est-ce qui t'a plu? Les questions. Tu connaissais le dugong? Non. Est-ce que tu en as déjà vu des dugongs? Non. La plupart du temps, quand on fait des actions de protection comme ça d'un animal, on espère, en touchant les enfants, changer le comportement des futurs adultes. Mais à l'heure actuelle, pour le dugong, si on touche les enfants, c'est plutôt pour qu'eux-mêmes en parlent autour d'eux, pour toucher les adultes d'aujourd'hui, quoi. Prenez une cuillère. C'est pas grave s'il y en a sur la table, on essaie juste de ne pas en mettre par terre si c'est possible. Toi, tu veux mettre celui-là? Tu veux celui-là aussi? Allez, on met au milieu, tu prends notre cuillère, vas-y. On vient d'arriver en plus sur le territoire, donc on ne connaissait pas le dugong avant. Donc on apprend plein de choses et oui, ça fait partie de toutes les espèces qu'il faut protéger pour garder un écosystème aussi beau qu'il est actuellement. On est en train de faire un tableau avec des déchets parce que les déchets, ça traîne partout dans les océans où les dugongs y vivent. Donc du coup, autant les utiliser pour pas polluer. Depuis le début de l'opération, 4 classes de la zone ont fait le déplacement pour participer à ces journées de sensibilisation. L'exposition mise en place par le Centre d'initiation à l'environnement et l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité sera encore visible demain. À l'heure actuelle, selon le WWF et l'IRD, il resterait environ 700 dugongs adultes. Du côté de Nouméa, comme ailleurs en Nouvelle-Calédonie, vous avez peut-être pu ressentir des secousses suite aux 2 tremblements de terre qui se sont produits vendredi et samedi dernier. Le premier de ces tremblements de terre a déclenché une alerte tsunami rapidement écartée. Quelle était l'origine de ces tremblements? Quelles sont les caractéristiques d'un tsunami? Comment la sécurité civile s'organise pour analyser les risques et alerter la population? Élément de réponse avec Anna Mazzer-Pirodon. Vendredi puis samedi dernier, la Nouvelle-Calédonie a été secouée par 2 séismes de magnitude 7,7 et 7,4, suivis d'une dizaine de répliques. Une situation pas si exceptionnelle du fait de la proximité de la jonction entre les plaques pacifiques et australiennes, à l'est de la Grande Terre. La plupart du temps, ces plaques sont bloquées. Mais quand la pression devient trop forte, cela provoque des ruptures et donc des tremblements de terre. Le séisme de vendredi correspond à une rupture de plaque longue de 90 km. Donc le fond de la mer, accroché comme ça, a bougé sur 90 km, a bougé de 1 mètre. Une fois le séisme enregistré, il faut agir vite. Ces tremblements peuvent créer des tsunamis rapides et puissants. Un tsunami de 50 cm a, on va dire, la même énergie que des vagues de surf, des vagues de houle qui sont créées par les tempêtes, qui feraient 5 ou 6 mètres. 5 heures pour aller de la Tasmanie à la Nouvelle-Calédonie pour un tsunami, mais si c'était des vagues de surf générées par les tempêtes, elles mettraient plusieurs jours. Un tsunami va à des vitesses de 700, 800, voire 900 km/h. La soudaineté de ce phénomène oblige la sécurité civile à prendre des décisions en urgence et en concertation avec l'IRD ou la CPS. Donc nous, on s'appuie sur eux pour pouvoir avoir la meilleure analyse et pour pouvoir apporter la meilleure réponse derrière, parce que bien entendu, la sécurité civile, elle a une compétence dans la gestion de crise, mais sur la partie risque de tsunami, on n'est pas forcément en pleine compétence. Une fois le risque avéré, le protocole d'alerte est déclenché. Donc en fait, on priorise nos actions. Donc comme je disais, il y a les sirènes. Ensuite, il y a l'information auprès des collectivités, des autorités qui sont concernées par cet événement. Et derrière, bien entendu, notre relais principal sera aussi les médias et les réseaux sociaux via le site Facebook de la sécurité civile. Et c'est vrai que les médias, ça pourrait être une priorité d'action aussi comme moyen d'alerte plus rapide. Les sirènes sont surtout présentes à l'est et aux Loyautés. Seule la commune de Bourail en possède sur la côte ouest. La faille étant à l'est, le risque est plus grand pour ces territoires habitués à ces événements naturels. On compte sur la population elle-même. C'est-à-dire que la population, surtout sur la côte est et les îles Loyautés, sont habitués à ce phénomène. Et ils savent que s'ils ressentent un fort tremblement de terre,
Il n'y a pas besoin d'attendre les sirènes. Et ça bouge pas mal en ce moment puisqu'un séisme s'est produit aujourd'hui à 16h38 d'une amplitude de 3,5 sur l'échelle de Richter. Il s'est produit entre Yaté et Nouméa par 5 km de profondeur. Aucun dégât n'est à déplorer. Fait divers, à Ouégoua, une enquête pour homicide suivie d'un suicide est en cours. L'information a été confirmée par le parquet cet après-midi. Selon nos confrères de RRB, un homme se serait donné la mort mardi au centre du village. Un deuxième corps aurait été retrouvé, découvert à son domicile. Les sapeurs-pompiers de Touhaut ont fait le déplacement ce matin au lycée professionnel Augustin Thie. Les lycéens participent depuis lundi à différents ateliers de prévention, l'occasion de les sensibiliser, entre autres aux dangers de la route, aux addictions, à la santé sexuelle et à l'alimentation. Aurélie Chiron était sur place. 3, 2, 1, top. Marguerite et son camarade doivent rapidement s'équiper. Ils ont accepté le défi des pompiers qui, eux, mettent moins d'1 minute pour enfiler leur équipement d'intervention. Ça, c'est ce qui nous permet de nous protéger contre les flammes. Les flammes, le rayonnement, et puis... Voilà. Moi, j'ai mis 3 minutes à mettre ma tenue de pompier pour l'alarme, et puis eux, ils mettent moins d'1 minute. C'est dans le cadre de la semaine de la prévention que les pompiers sont à la rencontre des lycéens aujourd'hui. Plusieurs intervenants participent à l'événement, l'occasion d'aborder différents sujets tels que les risques routiers, les risques professionnels, la sexualité ou encore la santé. Pourquoi ne faut-il pas se baigner aux endroits où il y a du bétail ? Pour la 6e année consécutive, les thèmes proposés restent les mêmes. Cependant, le panel d'intervenants permet à chacun d'aborder le sujet sur sa compétence. Par exemple, pour citer le cannabis, les entrants, donc les secondes, les premières années vont avoir de l'intervention des gendarmes qui vont leur faire le rappel à la loi, une intervention d'éducatrice sanitaire qui va parler plus des impacts sur la santé. Et puis ensuite, en fin de parcours, les terminales vont rencontrer Déclic, donc de l'agence sanitaire, qui va leur parler d'une consommation assumée éventuellement, mais une consommation gérée de manière à pouvoir aller le lundi matin au travail clean et de manière à pouvoir avoir une vie professionnelle sans risque en fait, malgré une consommation éventuelle. Une dizaine d'invités se succèdent au lycée de Touhaut depuis lundi. Tous ont le même objectif, celui d'offrir aux élèves la capacité de faire des choix éclairés et responsables. Les archéologues de l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique sont actuellement en mission à la tribu de Wassé sur la presqu'île de Bogota à Canala. C'est l'objet de notre feuilleton de la semaine. Pluriannuelles, les campagnes de fouilles nourrissent actuellement une thèse de doctorat. Les recherches de l'archéologue Jean-Marie Wadrawan apportent un éclairage sur l'organisation sociale, politique, économique et spirituelle des lieux dans la société traditionnelle kanak. Les explications recueillies par Anissa Toussi. L'étude de la presqu'île de Bogota débute en 2012 avec une première collecte de traditions orales auprès des populations. La donnée scientifique vient par la suite compléter ces informations. Le plateau supérieur est alors cartographié et des prospections archéologiques sont menées. Pour approfondir ses travaux, Jean-Marie Wadrawan, à travers sa thèse de doctorat, décide de traiter des dynamiques de l'échange kanak et ses représentations dans l'espace. Ce qui est bien en termes d'études archéologiques, c'est que le milieu il est déjà bien circonscrit. Voilà, c'est une presqu'île, on a comment la mer d'un côté et on a comment toute la grande baie Canala de l'autre côté. Voilà. Donc c'est plus facile au fait d'étudier des milieux clos que des grands espaces. En fait, voilà. L'information que ça nous apporte, c'est qu'on a des organisations locales qui se mettent en place, voilà, et les gens sont en interaction à des périodes bien définies, liées au moment de la récolte des ignames, liées à d'autres événements connus dans le monde traditionnel. Il y a des périodes où les gens se rendent dans des espaces comme en particulier sur le plateau pour réaliser ces interactions entre les groupes, voilà, liées à que ce soit des échanges entre les humains ou des échanges avec les entités divines au fait, du monde traditionnel kanak. Voilà.
ce qu'on appelle souvent les totems en fait. Voilà. Pour maintenir ces équilibres, on crée des espaces où les échanges vont avoir lieu. Voilà. Et on a en effet sur le plateau supérieur, ce qui nous a surpris en 2014, c'est tout l'aménagement de tous ces cairns, en fait, ces monticules de blocs là, qui ont été aménagés dans la volonté, je pense, de représenter et de laisser une image dans le temps des échanges qui pouvaient avoir lieu sur le plateau. Voilà. Archéologiquement, ce qui nous intéresse quand on travaille sur les cairns qui sont situés sur le plateau supérieur, c'est qu'à l'intérieur ont été déposés des coquillages. Voilà. Donc il peut nous, en collant avec la donnée de tradition orale, les cairns en fait sont là pour représenter des monticules d'igname. Et les éléments tels que les coquillages qui sont posés à l'intérieur sont aussi là pour représenter les produits d'origine marine, hein, les poissons, mais qu'on ne retrouve pas archéologiquement. Donc on a ces informations-là qui sont mises à l'intérieur des cairns. Et nous, à partir de ça, du coup, on arrive à obtenir des datations. Ce que les archéologues définissent comme l'ensemble culturel traditionnel kanak correspond à la fin du millénaire après Jésus-Christ, aux alentours du XIIe siècle. Dans l'étude des sociétés, ils doivent répondre à plusieurs questions. Comment les populations occupent l'espace, comment les échanges créent des interactions et des interrelations entre les groupes afin de permettre un certain équilibre, et comment le groupe exploite le milieu. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a en effet des secteurs dans la tradition orale indiquent que c'était des lieux pour des événements particuliers. Voilà. On a aussi observer tout un ensemble de pièges à poissons au fait, sur tout le littoral, voilà, ce qui indique une spécialité au fait, du groupe. Ce sont des groupes de pêcheurs au fait. Et dans les interactions, du coup, on va étudier les types de bois qui sont échangés, parce que les données au fait, les données ethno montrent au fait que dans les îles Loyauté, il y a des échanges avec la Grande Terre pour récupérer justement des bois de pirogue. Cette thèse s'inscrit dans l'étude globale de la presqu'île de Bogota et ses travaux de recherche peuvent s'étendre jusqu'en 2025. Là, pour l'instant, on a commencé les sondages cette année. Voilà. Donc on a réalisé, là on est sur le sondage 4 en ce moment. Pour l'instant, on est encore dans la collecte d'informations. On viendra le temps au fait des analyses. Et du coup, il faudra prendre ces analyses et compiler le gros mémoire de thèse, en fait. D'autres sondages seront réalisés dans les baies plus au nord de Wassé pour vérifier l'ancienneté de l'occupation humaine. Les archéologues disposent aujourd'hui des nouvelles technologies pour les aider dans leurs investigations sur le terrain. Et demain, dans notre 4e épisode de notre feuilleton de la semaine, nous irons dans d'autres baies où se trouvent des pièges à poissons. Des outils technologiques permettent aux archéologues de comprendre les techniques de pêche ancestrales de la population du bord de mer. On en parle demain. Après avoir découvert un nouvel épisode de notre feuilleton de la semaine, c'est le moment de s'installer dans votre chronique du mercredi présentée par Cédric Tia-Wageli. Cédric a posé sa caméra à l'embouchure de notre unique fleuve, le Diaout. Là-bas, on vit essentiellement des produits de la mer, de la pêche. Les enfants du Diaout naissent tous quasiment pêcheurs, nous précise-t-il. Il a fait connaissance avec Jean-Dominique et Kazé, deux jeunes pêcheurs pour qui les méandres du Diaout et les chenaux sont leur terrain de jeu. À défaut d'avoir une voiture, on souhaite avoir une plate là-bas, plus utile. Expert en perche au crabe, il a partagé avec eux ce coup de pêche. D'ailleurs, les pêcheurs du coin ont réuni leurs efforts tout au long de la semaine pour alimenter la première édition de la fête du crabe qui va se dérouler ce samedi à la tribu de Thiari, située au pied du col d'Amos. On regarde. Il y a un endroit en face de l'île de Pam, appelé le Faré, un campement de pêcheurs familial. Il est situé à la sortie de l'embouchure du Diaout sur la rive droite. Ici, les bateaux attendent leur tour, les pêcheurs se reposent et d'autres arrivent. Une matinée bien remplie pour des crabes bien pleins. Les mamans me montrent leur pêche du jour. Elles me disent qu'elles ne pratiquent que la pêche au trou. Elles ne font que ça et que c'est leur source de revenus. C'est l'heure maintenant pour elles de se reposer et pour nous de partir. Tiens, voici notre jeune capitaine et son moussaillant qui arrivent. Le départ est imminent. Merci capitaine. Ok, tu mets devant. Ouais. Et le deuxième bateau, c'est qui? Ça, c'est mon cousin avec son beau-frère et son cousin. Mon frère.
Ah, c'est là, mais il faut pousser encore. J'observe notre capitaine et je me dis que ce n'est pas son premier coup de pêche. Des réflexes, l'esprit vif, un œil aguerri, des signes qui ne trompent pas. J'ai un sentiment qu'on ne va pas s'ennuyer avec nos pêcheurs. À fond les manettes, nous remontons le grand Diaout pour trouver les chenaux. C'est dans ces endroits que les crabes font leur sieste en attendant la marée haute. Après, à la marée montante, on va faire les trous. On va essayer de voir si on va trouver aussi des crabes à l'intérieur. Tout va dépendre si les gens sont passés avant nous ou pas. Normalement, il dort dans la boue. Dans l'eau qui coule, il dort sur les côtés. Il dort sur les côtés, dans la boue, à côté de là où l'eau elle coule. Donc c'est de regarder dans la vase. C'est plus regarder là où je vais mettre les pieds. On va se poser, on va regarder. Hein? Du coup, le petit crabe là, pour se situer un peu, juste à le regarder comme ça, là, tu vois déjà que c'est un crabe vide. Il vient de changer de peau il y a quoi, 1 à 2 semaines ça. Après, si c'était pas trop sûr, mais tu mets tes mains là, tu appuies. Juste en dessous les pinces. C'est pour choisir quand tu vas acheter tes crabes, tout ça, au marché ou avec des personnes. Nous poursuivons vers d'autres chenaux, comme disent les garçons. Mais nous n'avons rien trouvé. Je crois que les crabes, ils ont décidé de nous quitter. Hein? Je crois que les crabes, ils ont décidé de nous quitter. On décide alors d'aller faire quelques trous avant la marée haute. Cette fois-ci, il faudra marcher dans les palétuviers avec nos crochets à crabe. Ben voilà, premier crabe dans le trou, c'est pas vieux. Là, il est bon, il fait plus de 14. Ouais. Et tu vois là, cette verte, c'est sale, ça fait longtemps qu'il a sa carapace. Ok. Bon là, il est coincé. Il est coincé au fond du trou? Oui, il peut plus, je sais pas, il veut pas sortir. Jando! Alors qu'il y en a eu, je dois. C'est où? Je suis là, juste là. Regarde, il est collé au fond. Viens raconter le sable. Je vais péter un autre Good. Il aura suffi de moins d'1 minute pour Jean-Dominique, grâce à ses gestes précis, rapides et efficaces, sous le regard attentif de Kazé. La relève est assurée, les crabes ont du souci à se faire. Tu vas rester? Non, j'arrive, mais... C'est mieux partir. Jaune là. Je sens qu'il est comment, Jean? On fait ça, on s'amuse en même temps. Puis on se fait un peu d'argent. Nos petits pêcheurs en herbe ont vite retrouvé leur âme d'enfant. Le Diaout n'a pas fini de nourrir leur imagination. Une cour de récréation 5 étoiles. Pendant que les grands tentent les derniers trous avant que le soleil ne se couche, 7 crabes auraient été pêchés pendant ce reportage. Nos pêcheurs reviendront demain, que ce soit marée haute ou basse, retrouver les bienfaits et surprises du Diaout. Allez. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.